Bonjour à tous, bienvenue dans La Voix est libre et pour commencer cette année, toute l'équipe vous présente ses meilleurs vœux, que cette année vous soit douce, pleine de bonheur, qu'elle comble tous vos vœux. Et d'abord, merci de nous être fidèles. Aujourd'hui sur ce plateau, nous recevons deux femmes politiques, la maire socialiste de Reims, Adeline Hazan, bonjour. Bonjour. Et la chef de file de l'opposition municipale, la députée UMP, Catherine Vautrin, bonjour. Bonjour. Alors en ce début d'année, nous allons connaître vos vœux respectifs pour la ville et pour le pays. Une année qui marque la mi-mandat de l'équipe municipale, une année donc en forme de bilan et de projet. Nous tenterons d'en citer quelques-uns et de connaître vos avis sur ces bilans et sur ces projets. Une précision, exceptionnellement, cette émission a été enregistrée hier après-midi dans les conditions du direct. Vous ne pourrez donc pas envoyer vos questions pendant la diffusion de ce programme. Alors pour débuter l'année, une polémique autour des 35 heures. Le chef de l'État d'ailleurs a donné sa position cette semaine. Adeline Hazan, est-ce qu'il faut donc déverrouiller les 35 heures comme l'a envisagé Manuel Valls? Alors écoutez, moi d'abord ce que j'ai envie de dire, c'est que tout le monde sait que Manuel Valls est candidat aux primaires du Parti Socialiste. Qu'en ce 2 janvier, probablement qu'il avait besoin de se faire entendre. De ce point de vue, de la forme, c'est réussi, il s'est fait entendre. Sur le fond, il ne représente évidemment absolument pas la majorité du Parti Socialiste. Il peut faire des ennemis au Parti Socialiste. Non, je ne crois pas. Jean-Marc Ayrault a rappelé il y a quelques jours que 99% des députés étaient pour les 35 heures. Et ce que je constate, c'est que d'ailleurs, une fois que Manuel Valls a lancé son pavé dans la mare, c'est plutôt à droite que ça fait débat, puisque maintenant on entend les divergences entre M. Copé, M. Bertrand et les uns et les autres qui se positionnent sur oui ou non à l'opportunité de rouvrir le débat sur les 35 heures. En tout état de cause, depuis 2002, la droite pouvait, si elle l'avait voulu, supprimer les 35 heures, elle ne l'a pas fait, ce qui prouve bien que cela a été une réforme qui n'est pas... On peut apporter un certain nombre de modifications et de critiques sur cette réforme, mais en tout cas, ça a été une réforme qui a été d'abord créatrice d'emplois et qui est plébiscitée, rappelons-le, par l'ensemble des Français et par une majorité des salariés. Alors Catherine Vautrin, c'est vrai qu'entre Xavier Bertrand et Jean-François Copé, il y a des divergences sur ce point. Est-ce que c'était une bonne réforme ? Vous savez, on a pu, depuis 2002, montrer que ce n'était pas une bonne réforme. D'ailleurs, les électeurs ne s'y sont pas trompés, puisque chacun se souvient que 2002, c'est quand même une année électorale qui est restée marquée dans la mémoire des Français. C'est l'année où le Front National était au 2e tour des élections avec, face à lui, Jacques Chirac. C'est dire si la gauche a été rejetée de façon extrêmement massive, et c'était la suite de plusieurs années de gouvernement, dont les 35 heures. En ce qui concerne les 35 heures en elles-mêmes, eh bien, depuis 2002, différentes mesures ont déjà ouvert les 35 heures. C'est pour ça que c'est plus un débat d'actualité. Mais c'est un débat, effectivement, Xavier Bertrand. Le débat aujourd'hui, c'est le débat sur le travail, le coût du travail, parce que je crois qu'il y a aujourd'hui en France un vrai sujet de travail, de coût du travail, de place du travail dans la société. Et d'ailleurs, on le voit bien, parce que la première préoccupation de nos concitoyens aujourd'hui, ça reste incontestablement l'emploi, parce que le rendez-vous manqué des 35 heures, c'est la non-création d'emplois supplémentaires, parce que quelque part, les 35 heures n'ont pas atteint l'objectif qui était de donner des emplois supplémentaires. Et il faut changer la durée du travail ? Moi, je pense que c'est plus le sujet, c'est plus la durée du travail en tant que tel, c'est le coût du travail et c'est le travail dans le pays. C'est ça qu'il faut regarder. Et je pense que ce sujet-là n'est pas tabou. C'est d'ailleurs ce qu'a dit le président de la République hier. Par contre, ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, la façon dont les 35 heures ont été ouvertes permettent à un certain nombre de salariés qui font des heures supplémentaires d'avoir un paiement plus élevé. On est à un moment où nos concitoyens ont des difficultés financières et il faut faire très attention à maintenir le pouvoir d'achat. Donc on voit que la marge de manœuvre est très étroite entre d'un côté le pouvoir d'achat, de l'autre côté le coût du travail, parce que ça, c'est la compétitivité de la France face à l'Europe et face au monde. Adeline Hazan, vous rejoignez Ségolène Royal, la durée du travail, un élément structurant de la protection sociale ? Bien sûr, c'est un élément structurant de tout le contrat social, bien sûr, la durée du travail. En tout état de cause, moi, je réaffirme haut et fort qu'il ne faut surtout pas toucher aux 35 heures et que, donc, si la gauche revient au pouvoir, elle rétablira les 35 heures parce que c'est une mesure qui, non seulement, je le disais tout à l'heure, a été créatrice d'emplois, nous l'oublions, et c'est une mesure qui est majoritairement approuvée par les salariés et les classes moyennes. D'ailleurs, ça a généré du temps partiel pour les femmes. Le ministre des Affaires européennes actuel, lui-même, Laurent Wauquiez, vient de dire il y a quelques heures, ou il y a 24 heures, que si nous revenions sur les 35 heures, s'il était revenu sur les 35 heures, cela en ferait pâtir
en particulier les classes moyennes. Je suis parfaitement d'accord avec cette affirmation, ce qui prouve que ça n'est quand même pas aussi unanime à droite que de revenir sur ces 35 heures, parce que pensons aux ouvriers, aux salariés qui, depuis qu'ils sont aux 35 heures, arrivent à mieux s'occuper de leurs enfants, arrivent à profiter un petit peu de la vie, un peu plus de la vie. Eh bien, si cela, on leur dit haut et fort que dans quelques années ou dans 6 mois ou dans 1 an, eh bien, ils travailleront à nouveau 39 heures, pour à peu près d'ailleurs le même salaire, eh bien je ne crois pas qu'on aura beaucoup de salariés qui seront d'accord. Oui, vous dites que vous rétablirez, mais les 35 heures n'ont pas été abolies en France, donc vous n'avez rien à rétablir. Ah, alors pourquoi n'ont pas été abolies en France si elles sont... Est-ce que je peux juste terminer, s'il vous plaît? Elles sont ce que je viens d'expliquer, c'est que vous pas abolies? Mais parce que nous n'avons jamais dit que nous allions abolir les 35 heures, nous avons assoupli. Nous avons reproché à votre réforme sa rigidité. Et d'ailleurs, quand vous dites que ça a permis à un certain nombre de Français de profiter un peu plus, le seul élément qui manque, c'est l'argent pour profiter. Parce que la difficulté, et c'est l'intérêt aujourd'hui des heures supplémentaires, c'est que ces heures supplémentaires permettent à nos concitoyens de pouvoir effectivement gagner un peu plus. Parce qu'aujourd'hui, le fond du problème des Français, et vous le savez, nous lisons les uns et les autres les études d'opinion, aujourd'hui, le problème de la France, c'est la morosité. Cette morosité, elle est née d'un problème qui est essentiellement un problème financier. Donc, c'est la raison pour laquelle il est important de laisser nos concitoyens qui souhaitent travailler plus le faire, et à ce moment-là, gagner plus. C'est ce qui se fait. Le deuxième point, c'est le coût. Vous savez comme moi qu'à un moment, je pense qu'on va y revenir dans cette émission, où notre pays a un problème financier lourd. Je rappelle que notre pays emprunte 500 millions d'euros par jour pour payer sa dette. Le coût des 35 heures est loin d'être négligeable dans les comptes sociaux du pays. C'est aussi un élément qu'il faut avoir en tête. On va revenir à Reims, si vous le voulez bien. En ce début d'année, nous sommes allés recueillir le sentiment de quelques Rémois dans la rue. Réponse au hasard de quelques rencontres. Propos recueillis par Sarah Nabli et Yves Biron. Est-ce qu'il fait bon vivre pour vous à Reims? Pour moi, oui, puisque j'y suis. Oui, ça me plaît bien. C'est pas le midi, mais bon, on n'a pas d'inondation, on n'a pas de... Non, moi je me plais bien à Reims. Les activités comme le marché de Noël, tout ça, c'est beau. Je vois des belles choses maintenant avec le tramway. On aime bien se promener dans les zones piétonnes, les zones commerciales en fait. Faire un petit peu les boutiques, prendre un petit peu notre petit café dans les cafés qu'on aime bien. Et puis voilà quoi, c'est surtout l'aspect commercial qui nous attire en fait. Est-ce qu'il y a des choses qui vous déplaisent? Ouais, les blocs qui sont sales. C'est tout tagué partout, c'est la merde. C'est sale. Le tramway qui m'a un peu mangé la vie parce que ça a fait pas mal de perturbations. Enfin bon, maintenant ça se fait, donc il faudra voir après. Il y a beaucoup de quartiers difficiles. J'ai habité Croix-Rouge il y a 3 ans. Et bon, il y a des quartiers quand même qui sont en cours de rénovation, mais qui étaient très dégradés. Et où la vie est beaucoup plus difficile pour les gens. Quand on demande des appartements, ça met beaucoup de temps à avoir un appartement. C'est le problème sur Reims, c'est ça, je pense. Une demande d'appartement. Continuer à développer l'activité économique de la ville, plus d'emplois, et puis surtout les petites animations, comme on a Place d'Erlon aussi, pour faire vivre la ville, le marché de Noël et toutes les animations. Allez, bonne journée, puis meilleurs vœux à vous. Merci, vous de même. Alors, une rapide réaction à chacune d'entre vous à ces sentiments des Rémois, Madame Azan. Écoutez, on voit que globalement, même si il reste beaucoup de choses à faire, évidemment, on n'est pas dans un monde idéal ni dans une ville idéale, mais globalement, les habitants sont contents de vivre à Reims. Alors, un problème de logement, on y reviendra évidemment, un problème de coût de la vie, là, ça n'est pas bien sûr du ressort de la municipalité, mais tous les habitants en pâtissent, mais globalement, on n'a pas l'impression qu'on vient de voir des gens malheureux. Madame Vautrin. Globalement, des gens qui vivent là, qui n'ont pas l'air de se plaindre particulièrement, mais qui pointent le doigt sur effectivement des problèmes de difficulté des quartiers. Ce
qu'on connaît mais qui méritent encore des gros efforts. Un problème d'attractivité économique est également soulevé, qui sont deux éléments non négligeables. Et puis l'autre question qu'on peut se poser après, au-delà des habitants, c'est l'attractivité et la perception de la ville vue de l'extérieur, parce que ça, c'est un élément de compétitivité tout à fait important. Est-ce que vous avez eu beaucoup de retours négatifs à propos de cet épisode neigeux où on a eu le centre-ville qui ressemblait à une patinoire pendant pas mal de temps? Comment ça a été géré? Pourquoi c'est resté si glissant pendant si longtemps? Alors, d'abord, je tiens à dire que ça a été effectivement glissant et assez désagréable pour les habitants. Moi-même, j'ai glissé pas mal dans les rues entre Noël et Jour de l'An. Simplement, ce qu'il faut dire, c'est que nous avons mobilisé nos services jour et nuit. Des dizaines, je dirais même des centaines d'agents ont été mobilisés jour et nuit. À peu près 10 000 tonnes de sel ont été distribuées. On manquait de sel? On a manqué de sel, absolument. Vous savez comme moi, ou si vous ne le savez pas, je l'indique aux téléspectateurs, qu'à partir d'un moment et à partir d'un certain seuil d'intempéries, eh bien, il y a des priorités. Et les priorités, ce sont d'abord les autoroutes, les grandes routes et ensuite simplement les communes. Ce qui fait qu'à un moment donné, effectivement, nous avons été obligés de faire attention au sel qui a été distribué. Étant précisé également qu'une fois que le sol est totalement verglacé, ça ne sert à rien de remettre de toute façon du sel. Il faut attendre, bien sûr, que les températures soient plus douces. Simplement, ce que je peux dire, c'est que, bien sûr, les habitants, et c'est normal, ont critiqué. Bien sûr, on a reçu quelques lettres à la mairie de personnes qui n'étaient pas satisfaites. Mais moi, je veux faire appel quand même au civisme des habitants et rappeler que devant chaque maison, devant chaque immeuble, c'est aux habitants eux-mêmes de déneiger ou d'enlever le verglas. Ça n'est pas à la collectivité. Donc il ne faut pas non plus tout attendre de la collectivité et il faut faire en sorte aussi que chacun puisse, à sa propre échelle, selon ses moyens, puisse faire quelque chose pour améliorer la circulation et améliorer la voirie. L'une des personnes interrogées... Oui, je voudrais juste dire un mot là-dessus, pour dire que d'abord, je ne vais pas aboyer avec les loups, comme l'opposition d'ailleurs le faisait en son temps. Je pense que quand l'opposition est aux affaires, elle voit au pied du mur que c'est finalement pas si simple. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, je suis d'accord sur le constat des habitants qui, effectivement, doivent déneiger. Seul petit bémol, c'était qu'un certain nombre d'habitants ont effectivement dit qu'il n'y avait plus de sel et qu'ils n'en trouvaient pas. Et ce qui était effectivement une difficulté, même pour ceux qui faisaient preuve de bonne volonté, même si ce n'était pas la majorité. Troisième élément, la seule chose que je regretterais, c'est qu'il a neigé dans beaucoup d'endroits en France et comme tout le monde, j'écoute un minimum les informations et je regarde un minimum la télévision. Ce que j'ai trouvé tout à fait navrant, c'est qu'on a eu l'impression qu'il y avait qu'à Reims que ça se passait pas bien. Et j'ai trouvé ça assez navrant, par exemple, toute une journée qui devait être, sauf erreur de ma part, le 28 ou le 29 décembre, d'entendre toute la journée sur une chaîne d'infos, de radio, pour être précise, qu'à Reims, le marché de Noël avait été une catastrophe, etc. Là encore, je trouve que c'est dommage pour l'image de la ville. C'est la seule chose. Est-ce que vous êtes allée dans l'Aisne, Madame Vautrin, le même jour? C'était bien pire. Est-ce que vous êtes allée dans les Ardennes? Je l'ai fait, c'était bien pire. Ce que je veux vous dire simplement, c'est que... Non, mais Madame Azan, ce que je veux simplement vous dire, c'est que vous comparez l'un des éléments de la politique touristique de la ville, c'est incontestablement le marché de Noël. Vous avez des marchés de Noël dans d'autres villes de France. Vous n'avez entendu aucun commentaire sur le fait qu'ils n'étaient pas accessibles. Malheureusement, sur Reims, pendant une journée entière, on a eu des reportages comme quoi c'était pas accessible, que les commerçants n'étaient pas contents, etc. Je trouve ça dommage et je le regrette, c'est tout. D'ailleurs, à Strasbourg, on n'a pas eu ne pouvaient absolument et c'est un peu dommage. On va tourner la page de la neige. Malheureusement, l'une des personnes interrogées tout à l'heure parlait aussi des réhabilitations de quartiers. Donc un grand plan de rénovation dans plusieurs quartiers de Reims, y compris Wilson, qui était un des premiers quartiers rénovés. Alors, on regarde ce reportage diffusé hier sur notre antenne par Champagne Info. C'est un sujet signé Christophe Taris et Bertrand Lasseguette. Un mois après, la maison de quartier Wilson porte encore les traces de dégradation. Des poubelles incendiées avaient provoqué la fermeture quelques jours de l'établissement, 6 mois seulement après son inauguration. C'est l'un des symboles de ce quartier en pleine rénovation. 673 démolitions, 208 logements déjà reconstruits à grands coûts d'aide économique de l'État. Le renouvellement urbain, ça crée des crispations parce que c'est du chantier, parce que c'est aussi une reconquête des espaces par la collectivité, par les partenaires, et donc quelque part ça peut être amené à perturber des trafics ou des choses peu recommandables. La transformation de ces quartiers, c'est naturellement des interventions sur le logement, sur le bâti, construire des logements neufs, réhabiliter, mais c'est surtout ramener des équipements publics, ramener de l'excellence dans les quartiers. Les élus voulaient faire de cette maison un relais social fort. Pourtant, personne ne souhaite ouvertement s'exprimer.
Le directeur préfère communiquer sur les actions positives. Les jeunes regrettent un manque d'activité et préféreraient des emplois. Pour amener un peu plus de sérénité autour de la maison, la ville voudrait s'inspirer de Lyon en créant des citoyens relais. Le nouveau visage de Wilson se cherche encore. Alors la question s'adresse à toutes les deux. Est-ce que cette situation de malaise, vous la confirmez? Vous avez des échos des habitants, des commerçants? Est-ce que ça risque pas de faire échouer cette grande opération de rénovation, ces objectifs en tout cas? Alors, moi, je voudrais d'abord rappeler que l'opération de renouvellement urbain dans Reims, dans son ensemble, est une des 5 premières les plus importantes qui sont menées en France, puisque nous sommes passés d'une enveloppe grosso modo de 150 millions d'euros à près de 500, ce qui est énorme. On parle du quartier Wilson, je reviendrai sur ces incidents, bien sûr, qui sont regrettables. Ce que je voudrais dire quand même, c'est qu'entre 2008 et 2010, d'abord, l'opération touche à sa fin. Des équipements structurants et importants ont été inaugurés, qu'il s'agisse de la salle polyvalente, de la maison de quartier ou du groupe scolaire, et que donc ce quartier est en train de se transformer. Bien évidemment, il reste un certain nombre de problèmes, et notamment de problèmes sociaux et de problèmes de logement. Mais est-ce que ça va attirer des habitants, ce genre de situation? Ça va attirer des habitants. Une fois que l'opération de renouvellement du quartier sera complètement terminée, bien sûr, cela va attirer des habitants. Simplement, on ne change pas l'image d'un quartier du jour au lendemain, ça prend du temps. Et puis, ce que nous avons voulu faire à notre arrivée, au moment de mon élection, c'est précisément faire en sorte qu'il ne se passe pas à Wilson ce qui s'est maintenant à Wilson et dans les autres quartiers, ce qui s'est passé justement au début de l'opération de Wilson. Mais qu'est-ce qui s'y passe là aujourd'hui? Il s'y passe que, d'abord, il y a un certain nombre de personnes qui ont été relogés, qui ont vu leur relogement occasionner une montée en puissance de leur loyer. Donc déjà, cela a créé un certain nombre de malaises auxquels nous avons voulu remédier en créant précisément l'allocation municipale individualisée de façon à aider pendant 4 ans les personnes qui... Et après 4 ans ? Après 4 ans, il faut que les personnes arrivent à faire face à leurs besoins. Mais si la municipalité, pendant 4 ans, peut déjà les aider, c'est un plus par rapport à ce qui se faisait avant. Une réponse de Mme Vautrin sur la situation à Wilson. Il y a plusieurs problèmes. À Wilson, il faut être clair, il y a d'abord une difficulté. C'est un quartier qui était dans un état extrêmement délabré. En 2003, Jean-Louis Borloo est venu faire tomber la première tour. Et en 2004, il est venu signer ce fameux contrat de rénovation urbaine qui, effectivement, je le disais à l'époque, et je suis heureuse que Mme Mazan le reprenne maintenant, et par son montant et par son ampleur, le 5e programme. Il faut savoir qu'il y a plus de 100 millions d'euros qui sont apportés à Reims pour la rénovation urbaine. C'est dire si c'est un sujet tout à fait important. Maintenant, il faut être conscient que les choix qui ont été faits, vous n'étiez pas, moi non plus, aux affaires à Reims à l'époque. Ce qui s'est passé à Reims, c'est qu'à Wilson, un certain nombre de logements ont été construits, sont des logements qu'on peut qualifier dans le logement social de plus haut de gamme que d'autres. Ces logements-là, aujourd'hui, dans les conditions dans lesquelles on vit à Wilson, ne trouve pas preneur. Il faut quand même en être conscient. Parce qu'il y a, et moi je le dis clairement, à Wilson aujourd'hui, un problème de sécurité. Quand vous avez un loyer qui est à 5, 6 ou 700 euros par mois, que votre porte de garage est défoncée et que la sonnette de votre immeuble est malheureusement arrachée, et je ne parle pas malheureusement des problèmes de drogue tout autour, c'est clair que vous ça n'aide pas. confirmez le problème de sécurité? Il y a effectivement des gestes d'insécurité, un climat qui mériterait d'être plus sécurisé. Mais pour cela, nous faisons beaucoup de choses et j'y reviendrai si vous me laissez 2 minutes pour y revenir. Et d'ailleurs, le procureur de la République a organisé il n'y a pas très longtemps une première opération avec l'ensemble des services, y compris ceux de la ville. Et je crois que là-dessus, il y a des réponses qui, par définition, quand on parle de sécurité, il y a toujours la prévention et la répression. Et le sujet qui se pose à Wilson, moi je me souviens d'une réunion que nous avons eue avec le premier adjoint au mois de juin dernier, avec le ministre en charge de l'époque qui est passé à cette réunion alors qu'il venait pour un congrès sur autre chose. Nous avons dit, je m'entends encore dire à l'époque, nous sommes sur une ligne de crête à Wilson. Soit on est capable de rétablir la sécurité et on réussit Wilson, soit on ne rétablit pas et on n'aura pas réussi Wilson. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs mon premier adjoint chargé de ces questions de sécurité a demandé qu'une réunion ait lieu avec le sous-préfet et les forces de police pour précisément prendre un certain nombre de mesures qui sont à l'étude en ce moment. Une des mesures, citoyen relais. Pourquoi pas de plus de police? Mais bien sûr. Alors là, je m'adresse à Madame Vautrin. Il faut les deux. Il faut de la police municipale et de la police nationale, les deux. Je pense que justement, un des problèmes vraiment de la politique de ce gouvernement, c'est d'avoir supprimé à peu près 15 000, je parle de mémoire, 15 000 policiers
au total sur le territoire. Et que ça, nous en payons actuellement les dégâts et nous en payons le prix. La police municipale, elle existe. Nous l'avons, à mon arrivée, réorganisée de façon, je le dis, c'est important, de façon à ce que les policiers soient davantage présents le soir, parce que ça n'était pas le cas, et soient présents le soir dans les quartiers. Et on n'a pas les moyens d'en mettre plus. Mais si on réorganise la police municipale et que dans le même temps, l'État supprime la police nationale, eh bien, écoutez, à ce moment-là, ça ne marchera pas. C'est la raison pour laquelle je me tourne vers Madame Vautrin, qui est députée de la majorité, pour qu'elle veuille bien demander au gouvernement et notamment au ministre de l'Intérieur de rétablir les policiers sur le terrain. Car autant, moi, je ne crois pas que la police soit la seule solution. Moi, j'ai toujours cru à la prévention. Les jeunes du quartier réclament du travail. Il faut qu'on se mette tous autour de la table, ce que nous faisons. Il faut que nous redonnions force au Conseil intercommunal de prévention de la délinquance. C'est ce que fait mon premier adjoint, Éric Quénard, parce que ce conseil, il faut bien le dire, vivotait, n'était qu'une grand-messe et n'avait absolument pas de prise sur la réalité. C'est ce que nous voulons faire actuellement, de façon à ce que tout le monde soit concerné, tous les partenaires impliqués puissent être concernés pour améliorer la prévention. Je crois qu'il faut aller, vous savez, malheureusement, on n'est plus au niveau de la prévention de la délinquance, on est aussi au niveau de la répression. C'est de notoriété publique. Il y a aujourd'hui à Wilson des problèmes de drogue, de trafic en tout genre qu'il faut condamner, parce que ça, je crois que c'est clair. Vous parlez de sécurité, bien sûr qu'il faut des policiers nationaux et municipaux. On a également un autre sujet sur lequel je pense que nous pouvons cheminer ensemble, qui est celui d'un autre outil qu'on peut amplifier à Reims, qui est celui des caméras. Je ne dis pas que ça réglera tout, je dis simplement que c'est un outil que nous pouvons également utiliser. Nous devons utiliser la palette des solutions de façon à ce qu'à Wilson, comme ailleurs, on puisse vivre en toute sérénité. Ça n'est pas le cas aujourd'hui, il faut avoir le courage de le dire. Alors, un autre grand projet, une autre grande étape pour Reims, Reims Vision 2020, un projet d'urbaniste présenté début décembre. Vous avez dit, Madame Hazan, pas de hausse d'impôts pour ce projet, c'est possible ? Bien sûr. Je me suis engagée au début de mon mandat et même avant, bien sûr, mon élection, à ce qu'il n'y ait pas de pression fiscale renforcée. Eh bien, ça n'est pas parce que nous avons annoncé un certain nombre de très grands projets qu'il y aura une hausse des impôts locaux. Nous le ferons en planifiant justement ces investissements. Certaines de ces modifications d'urbanisme, d'ailleurs, ne coûteront rien. Certaines nécessiteront bien sûr de l'investissement, mais cet investissement rentrera dans l'enveloppe du budget consacré à l'investissement. Et puis, nous avons toujours dit qu'il s'agissait de Reims entre maintenant et 2020-2025. Donc, nous avons planifié jusqu'à 2014. Et à partir de 2014, les choses seront replanifiées également de façon à ce que l'ensemble de ces projets puissent s'échelonner sur un certain nombre d'années sans augmentation de la pression fiscale. Une réponse, Madame Vautrin, Reims 2020 ? Deux réponses. La première sur l'augmentation de la pression fiscale, pour dire que la pression fiscale, tous les mois reçoivent leur feuille d'impôt, ils ont vu qu'elle avait augmenté. Elle a augmenté par une augmentation de taxes. D'un côté, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour tout le monde, et d'autre part, la taxe sur les enseignes pour les entreprises et les commerçants. Donc, il y a des recettes supplémentaires. Si je prends la taxe sur les enseignes, pour le budget de cette année, vous doublez le montant. C'était 500 000 € l'année dernière. Ça sera 1 million cette année. Donc, on voit bien qu'il y a quand même des recettes supplémentaires qui interviennent par de la pression fiscale qui concerne, dans ce contexte précis, les entreprises. Sur Reims 2020, moi, j'ai vu le projet dans sa globalité. Qu'une mairie souhaite avoir une vision pour l'avenir, pourquoi pas. C'était nécessaire ? C'est pas inutile en tout cas, mais par contre, moi je n'ai pas vu ni calendrier ni budget. Alors je veux bien que ça coûte pas, mais quand je vois des choses comme par exemple le contournement le remplacement de l'autoroute par le contournement sud, j'attends de voir, je pense qu'on aura des chiffres dans quelques semaines, maintenant que le contournement sud commence à être en exploitation, de voir quelle est la fréquentation qui reste sur l'autoroute entre Tinqueux et Cormontreuil, et d'autre part, comment on peut réaliser des opérations comme celle-ci, quel calendrier, quel coût. Ça aujourd'hui, les Rémois ne le savent pas. Donc aujourd'hui, ça reste une gigantesque boîte à rêves, pourquoi pas, on verra au fur et à mesure des années. Une boîte à rêves, on est à mi-mandat. On est à mi-mandat. Est-ce que c'est un projet de campagne ? Non, c'est pas un projet de campagne. C'est simplement la preuve que maintenant, dans notre ville, il y a enfin ce dont on a manqué pendant des décennies, c'est-à-dire une véritable vision d'ensemble sur ce que doit être notre
notre ville, notre agglomération et notre bassin rémois entre maintenant et les 10 années qui viennent. Donc ça n'est pas une boîte à outils, c'est simplement une conception d'une ville avec des équipements qui permettent à cette ville de rayonner, une conception d'une ville qui permette aussi de renforcer les proximités avec les habitants. Et je n'ai jamais dit que ça ne coûterait rien, je ne crois pas au Père Noël, mais je dis simplement que nous ferons et nous étalerons bien sûr l'ensemble des investissements nécessaires avec les crédits que nous avons. Simplement, si l'État voulait bien arrêter de geler les dotations de l'État comme il vient de le faire pendant à nouveau les 3 ans qui vont s'écouler, on y arriverait un peu plus vite, mais ça ne fait rien. On y arrivera peut-être